Salut, bienvenue dans la correction de l'activité documentaire sur l'électricité et la sécurité. Nous allons tout de suite nous rendre sur le document et le voir en détail. C'est parti. Donc il y a différentes parties. Une première sur le corps humain et sa conductivité. Une deuxième ici sur les effets du courant électrique. Ici les facteurs aggravants avec des illustrations. Ici la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident. Ensuite, 6 situations où nous allons voir qu'il y a des dangers. Et enfin, 3 règles à respecter impérativement. Passons donc à la question numéro 1. Quelles sont les règles de sécurité à respecter absolument? Eh bien finalement, la seule difficulté pour cette question, c'est de trouver dans le document où est la réponse. Et la voici, ça se situe par là. Si l'on regarde un peu plus en détail, les 3 règles, voici la première. Ne réalise jamais d'expérience avec une prise de courant 230 volts. Donc le courant 230 volts, c'est ce qu'on appelle la prise du secteur, donc c'est les prises habituelles que tu as à la maison. Eh bien, nous allons voir que la tension de sécurité est de 24 volts, et donc on voit que 230 volts, c'est très largement au-dessus. Ça veut donc dire que la tension du secteur, les prises que tu as à la maison, c'est quelque chose de dangereux. Deuxième règle à respecter, ne démonte jamais un appareil électrique branché sur une prise de courant. En effet, une fois qu'il est ouvert, tu peux être mis en contact accidentellement avec des parties qui sont soumises à une tension électrique. Et si tu les touches, tu vas être traversé par du courant. Et comme la tension est de 230 volts, eh bien, tu te mets en danger. Donc il faut toujours être sûr que les appareils sont complètement débranchés. Et enfin, troisième règle à respecter, ne manipule jamais d'appareils électriques les mains mouillées. En effet, nous allons le voir sur les facteurs aggravants, quand on est mouillé, eh bien, ce qu'on appelle la résistance du corps diminue, et donc du coup, la dangerosité du courant est plus grande pour une certaine tension donnée. Résumons tout ceci sur la feuille réponse. Premièrement, ne jamais faire d'expérience sur le secteur. Deuxièmement, ne jamais démonter un appareil branché. Troisièmement, ne jamais manipuler un appareil lorsque on a les mains ou les pieds, par exemple, qui sont mouillés. Passons à la question 2. Le corps humain est-il un bon conducteur? Explique. Revenons sur le document principal. La réponse se trouve dans cette partie. En effet, il nous est expliqué que le corps humain n'est pas un bon conducteur, mais qu'il conduit quand même. Donc un petit point de précision là-dessus. Tu verras ou tu as déjà vu que les différentes matières et matériaux sont constitués en gros de deux grandes familles. Celles dans lesquelles le courant électrique ne peut pas exister du tout, qu'on appelle les isolants, et celles dans lesquelles le courant électrique peut exister facilement, qu'on appelle les conducteurs. Sauf que dans la vraie vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a toujours une grande variété de grilles continues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, entre les excellents isolants, comme par exemple l'air, et un excellent conducteur, comme par exemple un métal, comme le cuivre par exemple, eh bien il y a toute une gamme de matières qui sont plus ou moins conductrices ou plus ou moins isolantes. Pour le caractériser, on utilise une grandeur physique qu'on appelle la résistance électrique. Quand la résistance est grande, eh bien le courant électrique est faible, et quand la résistance est petite, au contraire, le courant électrique devient fort. Eh bien le corps humain a une résistance moyenne, donc ça veut dire qu'il est traversé facilement par un courant très fort, difficilement par un courant faible. Il est donc mauvais conducteur, mais conducteur quand même. C'est ce qu'on peut résumer de la manière suivante. Le corps humain est un conducteur moyen, moins bon que les bons conducteurs comme les métaux, mais bien meilleur que les isolants comme l'air. Il peut être traversé par le courant électrique. Et nous allons voir tout de suite quels sont les effets du courant sur le corps. C'est la question 3. Les effets sont indiqués ici. Alors, quand le courant électrique traverse le corps, la première chose qui va se produire, c'est que les muscles vont commencer à se contracter. Alors, si le courant est faible, eh bien, il va y avoir simplement des picotements. C'est ce qui se passe quand, par exemple, on prend une petite pile et qu'on la met sur le bout de la langue, ça picote. Bien, une pile, c'est 4,5 volts, donc c'est très loin en dessous des 30 volts qui sont indiqués ici. Bien, maintenant, si le courant devient plus fort, eh bien, les muscles se contractent. C'est ce qui se passe, par exemple, si tu vas voir un kinésithérapeute,
qui va te proposer de te réparer, entre guillemets, les muscles qui sont un peu abîmés. Par exemple, quand tu as fait une élongation musculaire, il va te placer des électrodes et il va te soumettre les muscles à un courant électrique. Tu vas sentir les muscles qui se contractent tout seuls. Alors ça fonctionne bien, mais pour réparer le muscle quand la tension est faible et que la contraction est faible. Mais si la contraction devient grande, ça devient très désagréable, voire dangereux. À ce moment-là, on parle de tétanisation. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Et puis, s'il s'agit d'un muscle comme celui du bras, c'est une chose. Mais le problème, c'est que les muscles intercostaux qui font le tour de la cage thoracique, s'ils se contractent et qu'ils ne se relâchent plus, alors le risque, c'est d'être paralysé au niveau respiratoire et de mourir d'asphyxie. Et enfin, le muscle le plus important du corps, c'est le cœur. Et si le cœur lui-même commence à être électrisé, traversé par du courant électrique, eh bien, il va se contracter. Et le risque, c'est que d'abord, il va y avoir des contractions qui deviennent irrégulières. Et ensuite, si la tension devient encore plus grande, si le courant qu'il traverse devient plus grand, eh bien, le risque, c'est qu'il se contracte et ne se relâche plus. On appelle ça une fibrillation. Et là, c'est la mort assurée. Un autre danger du courant électrique qui est indiqué ici, là, c'est le fait de subir des brûlures. Donc ça dépend un peu de la situation. Résumons, le courant électrique, suivant son intensité, peut provoquer de graves brûlures, la contraction violente et prolongée des muscles, donc ce qu'on appelle la tétanisation, et enfin un risque plus grave de paralysie respiratoire, voire même d'arrêt cardiaque. Alors, dans quelle situation les dangers sont-ils plus importants ou moins importants? C'est la question 4. Un premier facteur qui est essentiel, c'est la tension électrique du générateur. Alors, on considère qu'en dessous de 24 volts, c'est-à-dire la tension de sécurité, les dangers sont extrêmement faibles. Et puis, à partir d'un moment, ça devient dangereux. Donc, 30 volts, il commence à y avoir des dangers qui peuvent devenir graves. Et puis, plus la tension augmente et plus les dangers sont importants. Donc, on voit que pour que pour la même situation, quand la tension augmente, le danger devient de plus en plus important. Il y a un deuxième critère qui est important, c'est le fait de savoir si on est mouillé ou si on est sec. Donc lorsqu'on est mouillé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la résistance électrique du corps va diminuer fortement, et donc pour une même tension, on va être traversé par un courant plus fort. Ça veut donc dire que quand on a la peau sèche, si on est soumis à une tension de 30 volts, on va avoir probablement que des picotements. Mais si on est mouillé, eh bien on risque de mourir par étouffement à cause d'une paralysie respiratoire. Donc on voit que plus on est mouillé, plus le danger est grand. Évidemment, si la tension augmente, même sans être aussi mouillé, les dangers deviennent grands. Et si la tension est vraiment grande, comme ici, eh bien même avec une peau sèche, la situation est déjà très dangereuse. Résumons cette question 4. Les dangers du courant augmentent avec la tension électrique. À partir de 30 volts, ça devient dangereux. À partir de 70 volts, il y a un potentiel danger de mort. Et puis, le deuxième risque, le facteur de risque, c'est la présence d'eau sur la peau. Plus on est mouillé, plus c'est dangereux. Alors, il y a un troisième facteur de risque que je n'ai pas indiqué ici parce qu'il n'était pas dans le document, mais c'est le temps d'exposition. C'est-à-dire que si vous êtes traversé par du courant électrique pendant un temps très très bref, c'est moins dangereux que si ça dure. Donc, par exemple, si vous êtes soumis à une tension de 50 volts pendant une fraction de seconde, le danger est relativement limité. Mais si ça dure beaucoup plus longtemps, plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, alors le danger devient très très important. Ça vient du fait qu'au bout d'un certain temps, la résistance du corps diminue très fortement et du coup, le danger devient beaucoup plus fort. C'est pour ça que nous avons des appareils de protection, le disjoncteur, qui va couper le courant électrique si on se retrouve traversé par du courant. Il va le détecter, il va couper, et donc vous allez être traversé par du courant pendant un temps très 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 bref. La norme en France, c'est que ça ne doit pas excéder 0,03 secondes avant que ça coupe. Donc vous voyez, un temps très très bref. Alors maintenant, voyons voir la différence entre électrisation et électrocution. C'est ce qui est indiqué dans le début du texte, précisément ici. Donc l'électrisation, c'est le fait d'être traversé par du courant électrique. Et donc ça a des dangers plus ou moins importants en fonction de l'intensité du courant. L'électrocution,
c'est le fait de mourir parce qu'on a été électrisé. Donc, si on est électrisé, on s'en sort. Mais si ça se dégrade et qu'on en meurt, on a été électrocuté. Donc quelqu'un qui vous dit «Ah, j'ai pris une châtaigne, je me suis électrocuté hier», en fait, c'est un abus de langage. Hein, ce mot électrocuté est très souvent utilisé, mais la personne devrait dire «je me suis électrisé». C'est un mot qui est moins connu dans le grand public. Donc l'électrisation, c'est lorsque l'on est traversé par le courant électrique, et l'électrocution, c'est quand on en meurt. Alors, avant d'arriver à l'électrocution, si on découvre une personne qui est justement en train d'être électrisée, que faut-il faire? C'est la question 6. La réponse est donnée ici, dans ce petit document. Que faire en cas d'incident? Eh bien, la première chose à faire, ce n'est pas de se précipiter sur la personne, mais c'est d'abord d'essayer de couper le courant électrique en allant directement au disjoncteur. En effet, on aurait tendance à se précipiter sur la personne pour essayer de la dégager. Le risque, c'est qu'en la touchant pour la dégager, on risque soi-même d'être électrisé. C'est pour ça qu'ici, il est bien indiqué qu'en aucun cas, il ne faut toucher la personne qui est en train d'être électrisée. D'abord, couper le courant. Alors malheureusement, c'est pas toujours possible. Si par exemple vous êtes dans un grand immeuble et puis que, enfin disons dans une grande maison au troisième étage et que le disjoncteur est à la cave, le risque que la personne se retrouve en situation grave, voire décède pendant que vous cherchez le disjoncteur est grand. Donc vous allez d'abord essayer de la dégager et après couper le courant. Alors dans ce cas-là, eh bien c'est indispensable de le faire à la seule condition que vous-même ne vous mettiez pas en danger. Donc il faut impérativement que vous trouviez un objet isolant, du plastique, du papier, du bois, pour pouvoir tirer la personne, parce que si vous vous contentez de la prendre par la main, vous allez vous retrouver électrisé vous-même. Donc ça, c'est une deuxième chose à faire. Et enfin, une fois qu'on a mis la personne en sécurité, éventuellement en la mettant en position latérale de sécurité et toutes les choses qu'on fait dans le cadre du secourisme, troisième point, il faut prévenir les secours en appelant le 115, sans oublier de donner l'adresse, votre nom, votre numéro de téléphone, de manière à ce qu'on puisse vous recontacter. Voici le résumé de la réponse. Premièrement, couper le courant sans toucher l'électrisé. Deuxièmement, si ce n'est pas possible, éloigner la victime de la source mais en utilisant un objet isolant. Troisièmement, prévenir les secours. Bien, alors à partir de quelle tension et dans quelles conditions risque-t-on de mourir par électrocution? Eh bien, la réponse à cette question n'est pas si évidente que cela. Pourquoi? Parce que non seulement la valeur de la tension est importante, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Alors, on considère que quand la tension est inférieure à 24 volts, les dangers sont extrêmement faibles. C'est pour ça que, par exemple, à l'école, au collège, on travaille soit avec des piles de tension 4,5 volts, soit avec des générateurs de tension continue qui ont une tension soit de 6 volts, soit de 12 volts. Donc on est largement en dessous de la norme. Maintenant, si on regarde le document ici, on se rend compte par exemple que le risque de paralysie respiratoire se retrouve ici, mais également ici. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, la valeur de l'intensité du courant qui nous traverse dépend de la résistance interne du corps. Et la résistance du corps dépend de l'état de la peau. En effet, si vous êtes quelqu'un avec un physique très sec, une personne âgée par exemple avec des mains calleuses, qui a fait des travaux manuels toute sa vie, et que vous avez la peau très sèche, vous êtes dans cette situation-là. Mais si au contraire vous êtes, je ne sais pas, un enfant et que vous sortez du bain et que vous avez la peau mouillée, vous êtes dans cette situation-là. Alors les choses vont changer radicalement. Pourquoi? Parce que quand vous avez la peau mouillée, la résistance du corps est beaucoup plus faible. Et donc là, dès 30 volts, ici, vous avez déjà un risque de paralysie respiratoire. Alors que si vous avez la peau sèche, il faut aller à 230 volts pour avoir une situation qui ressemble. Donc on peut dire que la tension électrique est un indicateur, mais n'est pas le seul. Ça dépend de la résistance du corps et en particulier de savoir si on est mouillé ou pas. Ici, on constate de la même manière que 70 volts avec une peau sèche correspond à la situation de 30 volts avec une peau humide. Donc si l'on résume, il y a danger mortel à partir de 70 volts
si la peau est mouillée, mais par contre, il faut aller à 230 volts si la peau est humide. Maintenant, il faut savoir que même avec la peau sèche, il y a quand même des situations très dangereuses. En particulier, nous n'avons pas vu le troisième point, qui n'est pas indiqué dans ces documents, mais qui est extrêmement important, c'est le temps d'exposition. En effet, si vous êtes traversé par un courant électrique pendant quelques millièmes de seconde ou bien pendant plusieurs minutes, eh bien, le résultat à l'arrivée sera très différent. C'est pour ça qu'à la maison, vous avez un dispositif de protection qui s'appelle le disjoncteur, qui non seulement va couper le courant électrique, mais va le faire extrêmement vite. En France, la norme, c'est que le disjoncteur doit couper le courant quand il y a un problème qui est détecté dans un intervalle de temps qui est inférieur à 0,03 secondes, donc 30 millièmes de seconde. Revenons un instant sur la question de la tétanisation des muscles, donc ce fameux mot tétanisation. Eh bien, en fait, ce mot vient d'une maladie qu'on appelle le tétanos et qui est connue depuis l'Antiquité. Déjà, on a des fragments ou des tableaux qui représentent des situations de l'Antiquité où on voit des hommes atteints du tétanos. C'est une maladie qui provient d'une bactérie qu'on trouve souvent dans le sol et aussi sur des objets qui sont rouillés. Et elle attaque, elle déverse dans le corps des toxines qui vont attaquer les neurones du cerveau et qui va provoquer des contractions musculaires extrêmement violentes. Et les gens mouraient dans des conditions vraiment difficiles, où ils mouraient généralement d'étouffement parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer, mais souvent ils avaient des fractures aussi parce que les muscles se contractaient tellement fort que les os cassaient. Alors ce mot tétanisation est donc resté pour décrire la situation où on a des muscles qui se contractent et qui ne se relâchent plus. Donc la réponse écrite, la tétanisation, c'est la contraction sans relâchement d'un muscle. Le cas particulier du cœur, qui est un muscle, le muscle cardiaque ou myocarde, et quand le cœur se contracte et ne se relâche plus, on parle de fibrillation, et ça conduit à la mort. C'est pour ça que parfois, quand une personne est soumise à une électrisation forte, il est électrocuté, il en meurt. Abordons maintenant la question 9, qui est en fait une illustration des situations et qui permet de voir si on est capable de percevoir les situations de danger. La situation 1 tout d'abord. Donc voici cette jeune femme ou jeune fille qui est en train de changer la lampe de son luminaire. Ça, c'est qu'on utilise le vrai langage. Dans la vie de tous les jours, on dirait l'ampoule et ici la lampe, mais je rappelle que ça, c'est une lampe. Et ça, c'est ce qu'on appelle un luminaire. Alors quand elle fait ça, elle ne prend pas la précaution indispensable, qui est la suivante. J'espère que tu l'as vue. Elle ne prend pas la précaution de débrancher la prise ici. Et donc le risque, c'est qu'elle s'électrise, voire même s'électrocute, si jamais il y a un faux contact quelque part là, ou bien si elle touche accidentellement la douille qui est à l'intérieur. Alors cette situation est un peu analogue à la situation 4. Ici, on a un jeune homme qui est en train de trifouiller visiblement dans un grille-pain, peut-être pour essayer de sortir un morceau de pain qui est coincé, et on a l'impression qu'il utilise ici un objet métallique, comme par exemple un couteau. Alors, s'il touche avec son couteau métallique la résistance électrique à l'intérieur et qu'il n'a pas de manche en plastique, eh ben, il va s'électriser. Donc il a fait une double erreur. La première, c'est de toucher ici l'appareil avec un objet métallique. Et puis la deuxième, évidemment, c'est de ne pas débrancher le grille-pain avant de faire ceci. La situation 2 est une situation très courante. Une personne qui est en train de tailler la haie dans son jardin avec un taillet électrique, et puis elle ne se rend pas compte que le fil est derrière, et elle coupe le fil. Alors le problème, c'est que le courant électrique arrivant par le fil ici, eh bien, le fil dénudé va toucher la partie métallique du taille-haie, et puis le risque, c'est que la personne soit électrisée. As-tu repéré une situation qui ressemble un peu à celle-ci? Oui, c'est la situation 6. En effet, dans la situation 6, une personne va utiliser une perceuse pour faire un trou dans un mur. Donc ça, c'est le mur vu par la tranche. Évidemment, vu de là où est la personne, elle ne voit pas que derrière, dans le mur, il y a un fil, un câble de connexion. Et si elle perce juste dedans, eh bien, le câble, la gaine de protection, évidemment, va céder. Et puis le forêt, ici, la mèche, si vous voulez, va toucher le câble électrique et toute la carcasse métallique de la perceuse risque d'être électrifiée et la personne qui touche la perceuse va être électrisée. Donc situation de danger.
C'est pour ça que quand on bricole, il vaut mieux couper l'alimentation principale, donc couper le disjoncteur entièrement. Maintenant, si on a besoin d'un appareil électrique comme cette perceuse, on est quand même obligé d'avoir du courant électrique. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est de garder l'alimentation sur la prise électrique et de couper le reste. Donc si ce fil est celui qui vient à la prise électrique, le problème va persister, le danger sera là. Par contre, si c'est par exemple un fil qui va au plafonnier pour alimenter une lampe, à ce moment-là, il n'y aura pas de courant électrique dedans. Une situation qui ressemble encore à celle-là, c'est celle de ce jeune enfant qui a trouvé un câble électrique qui malheureusement est abîmé. Donc la gaine en plastique est détériorée, et puis ici, on va se retrouver avec des parties conductrices, les fils en cuivre, qui sont à l'air libre. Et donc si l'enfant touche, c'est la catastrophe. La variante de tout ça, c'est avec les petits-enfants, ils ont souvent envie d'aller trifouiller dans la prise et d'essayer d'y introduire un objet. Alors si c'est un objet en métal, ils risquent l'électrisation, voire l'électrocution. C'est pour ça que maintenant, dans ce genre de prise, on utilise des prises à éclipse, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des pièces plastiques, et si on n'appuie pas sur les deux côtés en même temps, avec une double fiche, on n'arrive pas à enfoncer la partie en plastique. Donc ça permet d'avoir une protection, surtout pour les petits-enfants. Dernière situation, classique aussi, une personne qui est dans sa salle de bain et qui se sèche les cheveux, parce qu'elle a les pieds qui sont encore trempés, il y a de l'eau qui traîne par terre sur un carrelage qui va conduire assez facilement le courant électrique, et puis la personne elle-même peut être mouillée. Alors c'est une situation qui est très dangereuse et qui est assez fréquente. Hein. Il y a des exemples fameux et célèbres, comme par exemple Claude François, le chanteur, dont on dit qu'il est mort dans son bain. Il avait les pieds dans l'eau, il y avait une lampe qui était suspendue avec une applique murale, il a voulu la remettre droit. Il a touché ici un endroit où c'était dénudé, et il a été électrisé, électrocuté, il est mort dans son bain. Donc voilà des situations de la vie courante, j'espère que tu avais bien repéré les dangers qu'on pouvait rencontrer. Et voilà, c'est tout pour cette activité documentaire. À bientôt!